Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le dimanche 28 janvier 2024 est un jour historique, je dis bien historique, pour les Africains. Dans une déclaration conjointe, le Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait simultané et sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On écoute. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Vous le savez tous, cela fait des années que je me bats pour cela. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs centaines de messages de gens qui partageaient ma joie suite à cette annonce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons d'être des acteurs et des témoins vivants de ces moments fondateurs d'un nouvel ordre africain. Tout d'abord, je veux féliciter le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani pour l'acte fort, courageux, nécessaire et libérateur qu'ils viennent de poser. C'est parce que leur pays était membre de la CEDEAO que cette dernière pouvait prétendre être l'interlocuteur de la communauté internationale en ce qui les concernait et être instrumentalisée comme marionnette pour mettre en application les instructions de Paris. C'est parce que leur pays appartenait à cette organisation sous-régionale que des laquais de la France comme Umaro Sissoko Embalo, Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon ou Bola Tinubu ont pu s'ériger en parangons de vertu et adopter des sanctions illégales, indignes, inhumaines et irresponsables contre les autorités et les peuples nigériens, maliens et burkinabés, allant même jusqu'à menacer de leur faire la guerre sous prétexte des coups d'État militaires qui ont eu lieu et qui relèvent de la politique intérieure de chaque pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la CEDEAO est une communauté économique qui a été fondée le 28 mai 1975 à Lagos par 15 pays, dont la moitié était alors dirigée par des auteurs de coups d'État militaires. En l'occurrence, le général Yakubu Gowon du Nigeria, le général Gnassingbé Eyadema du Togo, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou du Dahomey, qui deviendra plus tard le Bénin, le général Ignatius Kutu Achampong du Ghana, le lieutenant-colonel Séni Kountché du Niger, le général Moussa Traoré du Mali et le général Aboubakar Sangoulé Lamizana de Haute-Volta qui deviendra Burkina Faso. C'est donc un parallélisme des formes parfait si ce sont trois militaires qui décident de sortir leur pays de ce conglomérat de malfaiteurs au service des puissances étrangères qu'est devenue la CEDEAO, très loin de ses objectifs initiaux. Mais une fois passé le temps des félicitations, vient celui de l'analyse, de l'explication et des mises en garde. Je vois depuis dimanche tout et n'importe quoi qui circule sur le net et dans les médias à propos du retrait qui, ma foi, est tout sauf une surprise. Je vais donc prendre le temps de vous éclairer sur ce sujet et on va y aller pas à pas. La CEDEAO peut-elle refuser le retrait d'un de ses membres? La réponse est claire et c'est non. En réalité, la procédure de retrait est inscrite dans l'acte fondateur de la CEDEAO à l'article 91 du traité révisé de 1993. Elle stipule que tout pays qui souhaite se retirer a un préavis d'1 an qui débute lorsque la lettre de retrait est notifiée au secrétariat exécutif de l'organisation et lors duquel il reste soumis à ses obligations envers la CEDEAO. Le Niger, le Mali et le Burkina ont pourtant annoncé dimanche leur retrait sans délai de la CEDEAO. Et l'on a pu observer dès lundi que le drapeau de l'organisation avait disparu du bureau du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, malgré la
position ridicule de déni adoptée par l'institution sous-régionale dans un communiqué publié dans la soirée. C'est quand même rigolo de voir des gens qui ont suspendu ces pays de leurs instances depuis plus d'1 an, pour certains, s'émouvoir quand ces derniers décident de quitter une fois pour toutes l'organisation. Tel est prix qui croyait prendre. Alors comment le retrait immédiat est-il possible? Eh bien tout simplement parce que la CEDEAO elle-même a rendu caducs ces textes en les violant sans vergogne pour nuire à des États membres. En effet, aucun texte ne prévoit ni n'autorise la CEDEAO à fermer ses frontières, imposer des embargos, couper la fourniture d'électricité, braquer les avoirs, suspendre les transactions financières et même menacer d'agresser militairement un pays membre. Et pourtant, c'est exactement ce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a fait après avoir pris le soin de suspendre le Mali, le Niger et le Burkina des instances de l'organisation. On remarquera le 2 poids 2 mesures dans le traitement des coups d'État militaires d'ailleurs, puisque la Guinée du putschiste Mamadi Doumbouya, qui était colonel au moment du putsch et qui vient de s'auto-déclarer général, a aussi été suspendue des instances sans toutefois faire l'objet d'un harcèlement ou d'une vindicte outrancière comme ses voisins. Même quand Damiba a fait son coup au Burkina, il n'y a rien eu de cela. Si vous voulez savoir pourquoi, allez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, dont je vous mets le lien quelque part sur l'écran. Ce non-respect permanent des textes par la conférence des chefs d'État et la Commission dispense donc les pays de l'Alliance des États du Sahel de se conformer à une procédure qui n'est plus valable puisque les textes de l'organisation ont été factuellement mis de côté depuis 1 an. Il était d'ailleurs de la responsabilité de Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani de mettre leur pays et leurs concitoyens à l'abri des attaques sournoises et barbares de la CEDEAO. C'était un acte d'autodéfense et ils ne sont pas les seuls dans le monde à opter pour un retrait pour pouvoir se protéger. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais par un très intéressant hasard du calendrier, depuis hier, l'État du Texas a enclenché la procédure lui permettant de refuser la tutelle du gouvernement fédéral de Joe Biden et se déclare même prêt à un conflit armé avec Washington. Je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus car c'est passionnant. Mais revenons en Afrique. Le retrait immédiat des pays de l'AES est donc effectif depuis dimanche 14 h et de simples notes ont été adressées par les 3 pays à la Commission pour l'en informer. Vous ne pouvez pas établir des règles dans un quartier, mais toi, le chef du quartier était notable, vous violez ces règles tous les jours, mais vous attendez à ce que les habitants du quartier, eux, les respectent ou subissent vos assauts sans réagir. Ça ne marche pas comme ça. CEDEAO, pour le Mali, le Niger et le Burkina, c'est fini. Et il va falloir que l'organisation change son logo et en retire le profil des pays de l'AES. Même l'appel aux négociations de la très inutile et nuisible Union africaine n'y changera plus rien. L'UA elle-même n'est pas à l'abri du retrait d'un ou plusieurs de ses membres. Quand céder sa souveraineté pour une organisation commune de solidarité se transforme en oligarchie de brimades, de punitions, d'agressions et d'effractions pour le compte d'États tiers non membres, alors il vaut mieux reprendre sa souveraineté et en faire un libre usage. Qu'est-ce que cela va changer pour les ressortissants nigériens, maliens et burkinabés qui voyagent, séjournent ou résident dans ce qu'il reste de la CEDEAO? Rien de bien fondamental en réalité. Tout d'abord, il faut savoir que la libre circulation et la libre installation sont régies aussi bien au sein de la CEDEAO que de l'UEMOA. Alors pour que chacun comprenne, au sein de la CEDEAO, jusqu'à dimanche, il y avait 15 pays. 8 d'entre eux ont en commun la monnaie coloniale, le franc CFA, et font partie d'un bloc qu'on appelle UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Il s'agit par ordre alphabétique du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Les 7 autres pays de la CEDEAO sont le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Ils ont chacun leur propre monnaie et ne sont pas réunis au sein d'un bloc comme l'UEMOA. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bien qu'étant sortis de la CEDEAO, demeurent encore, pour l'instant, membres de l'UEMOA. Et donc les ressortissants de ces 3 pays continuent de bénéficier des dispositions relatives à la libre circulation et à la libre installation qui prévalent au sein de l'UEMOA. Mais je vais quand même relativiser l'impact d'une inéluctable prochaine sortie de l'UEMOA des pays de l'AES, car c'est une évidence. Ils vont sortir du franc CFA très probablement avant la fin de cette année. Alors déjà, malgré la pseudo-liberté de circulation prévue dans les textes, les contrôles aux frontières n'ont jamais été abolis. Vous avez déjà remarqué que quand vous voyagez à l'intérieur de l'espace CEDEAO ou UEMOA avec un passeport CEDEAO, vous devez quand même montrer vos papiers à des postes frontières et parfois même payer des gardes frontières pour vous laisser passer. Ghana, Togo, là, on connaît tous. Ce n'est donc pas réellement de la libre circulation, puisque la libre circulation induit l'abolissement des contrôles aux frontières à l'intérieur d'un espace, comme cela est le cas par exemple au sein de l'espace Schengen, où vous pouvez circuler de l'Italie à l'Allemagne en passant par la Suisse, en allant en Belgique, au Portugal ou en Espagne, sans rencontrer un seul poste frontière, que ce soit par avion, par la route, par voie maritime ou ferroviaire. La seule chose qui pourrait arriver, et je dis bien pourrait, parce que ce n'est même pas sûr, c'est que certains de ces pays exigent un visa pour entrer. Mais cela ne pose pas de problème fondamental. Tu prends ton visa, tu entres. Et surtout, ce sera réciproque. Tu me dis de prendre un visa pour venir chez toi, je te dis de prendre un visa pour venir chez moi. La Mauritanie, pays fondateur, a quitté la CEDEAO en 2000 et pourtant, ses ressortissants n'ont pas besoin de visa pour entrer dans la plupart des pays de la communauté. Ou alors, ils peuvent prendre des visas à l'arrivée en procédure simplifiée. Le Cameroun et le Nigeria n'appartiennent pas à la même communauté et pourtant, on peut se rendre sans visa dans l'un et l'autre pays. On a aussi tous vu devant nous, ici, l'Angleterre sortir de l'Union européenne en 2021. Cela n'empêche pas les voyages des ressortissants européens en Angleterre et vice-versa. Des accords ont été négociés et chacun continue d'être exempté de visa pour les courts séjours et les vacances. En ce qui concerne la libre installation, là aussi, ça ne va pas changer grand-chose et surtout, ce n'est pas la fin du monde. On n'oublie pas que Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre, a instauré en 1990 en Côte d'Ivoire la carte de séjour payante pour les étrangers, y compris les ressortissants de la CEDEAO, en violation des textes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Par la suite, Laurent Gbagbo avait abrogé cela en 2007. Le fait qu'il ne soit pas ressortissant d'un pays de la CEDEAO n'empêche pas les Mauritaniens, les Camerounais, les Sud-Africains, les Marocains, les Libanais, les Français, les Chinois de s'installer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana ou au Nigeria et d'y ouvrir leurs boutiques ou entreprises et d'y faire du business. Cet aspect est donc géré par des négociations bilatérales et ne dépend nullement de l'appartenance ou pas à la CEDEAO. On entend aussi des pseudo-analystes de sous-quartier affirmer que ce retrait est une erreur grave parce que l'AES n'a pas un accès à la mer. Mais les amis, la Suisse est un pays enclavé qui n'appartient pas à l'Union européenne et pourtant, c'est l'un des pays les plus riches et les plus stables du monde qui commerce sans problème avec ses voisins et le reste de la planète. Depuis que les sanctions ont été imposées au Mali et au Burkina, les marchandises ont continué d'entrer dans ces pays par les ports de Conakry ou de Lomé. Et ce sont le Sénégal et le Bénin qui ont été les premiers
à subir l'impact des sanctions qu'ils ont eux-mêmes imposées au Mali et au Niger. Un peu comme l'Union européenne est plus impactée par les sanctions qu'elle impose à la Russie que la Russie elle-même. Macky et Patrice, les champions d'Afrique du contre son camp. Je pense que beaucoup ignorent qu'il existe des accords et des traités qui surpassent ceux de la CEDEAO et qui garantissent par le droit international l'accès à la mer des pays enclavés dans le monde, comme la Convention relative au commerce de transit des États sans littoral de 1965 et la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer de 1982. Donc, je veux bien comprendre que certains soient estomaqués du courage des dirigeants de l'AES, mais cela ne les autorise pas à divaguer et à raconter des bobards. Enfin, il y a ceux que l'on voit ergoter, qu'il aurait fallu un référendum, qu'ils auraient voulu avoir leur mot à dire, qu'ils viennent vous parler de démocratie, alors que c'est à cause de cette pseudo-démocratie qu'ils se retrouvent avec des chefs d'État non élus ou mal élus qui les maintiennent dans la misère et le sous-développement depuis plus de 60 ans. Quand vos pays ont adhéré à la CEDEAO, il y a eu référendum? Non. Quand vos pays ont adhéré à la CEMAC, il y a eu référendum? Non. Quand vos pays ont rejoint la monnaie nazie qu'on appelle franc CFA, il y a eu référendum? Non. Quand vos présidents se lèvent pour aller endetter vos pays à hauteur de 30 000 milliards de dollars en 10 ans, comme Ouattara, il y a eu référendum? Non. Quand on vous a imposé de vous faire vacciner et de piquer vos enfants avec les merdes de Bill Gates et compagnie, il y a eu référendum? Non. Même vos constitutions, on change sans référendum et ça passe crème. Mais c'est quand des pays veulent échapper à la France-Afrique que ça vous gêne. Pleurez alors. Tout changement implique un saut dans l'inconnu et il est normal que l'on puisse avoir des appréhensions. Seuls les fous sautent dans l'inconnu sans en évaluer les risques. Or, une chose est certaine, nos leaders ne sont pas fous et nous non plus. Les vrais dangers qui attendent le Faso, le Niger et le Mali, ce ne sont pas les conséquences économiques ou financières qui pourraient découler de leur retrait, mais plutôt les attaques officieuses, insidieuses que la France et ses alliés locaux vont entreprendre. En effet, avec la sortie des États de l'AES, de la CEDEAO, notre adversaire de toujours, la France, se voit retirer une arme qui était essentielle pour maintenir son emprise sur l'Afrique dite francophone. Il est donc évident que Emmanuel Macron a goût main et qu'il va réagir. C'est obligé. D'ailleurs, cela a déjà commencé. Il suffit de regarder et d'écouter RFI, TV5, France 24, de lire la presse occidentale pour voir que la campagne de désinformation pour semer la panique dans la population a déjà commencé. Les instruments officiels que la France a longtemps utilisés pour faire son désordre lui échappent progressivement. L'ONU s'est gâtée. L'Union africaine va lui échapper de plus en plus parce que des pays comme l'Afrique du Sud ou même l'Angola, etc., commencent à poser de vraies questions au sujet du précaré français. Et voilà donc que la CEDEAO ne lui servira plus à rien. Certes, il y a encore le FMI, la Banque mondiale et les agences satellites de l'ONU, mais au fur et à mesure qu'ils perdront la main sur les moyens officiels, ils vont accentuer la pression par les moyens officieux. Les attaques terroristes vont augmenter, des maladies et épidémies bizarres vont surgir. Je mets ici particulièrement en garde le Burkina Faso, qui est toujours très rapide pour accepter de servir de cobaye, inoculer des vaccins bizarres ou développer des OGM. Les fake news vont pulluler, l'insécurité urbaine va exploser, des mercenaires et barbouzes vont s'infiltrer pour tenter d'assassiner nos leaders. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, écoutons-les eux-mêmes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines.
Si vous observez attentivement ce qui se passe en ce moment, vous constaterez que les pays de l'AES font l'objet d'attaques groupées et concomitantes. Au Burkina Faso, alors que les complots visant à assassiner le capitaine Traoré se succèdent, des mercenaires et espions français de la DGSE ont été arrêtés alors qu'ils s'étaient infiltrés dans le pays. Ils sont d'ailleurs toujours en détention à Ouagadougou. Du côté du Mali, l'Algérie a montré son vrai visage en adoptant une position vindicative et belliqueuse à l'égard des autorités maliennes. Reprenant mot pour mot, à leur actif, le narratif français, Tebboune et son gouvernement soutiennent ouvertement les terroristes qui endeuillent le Mali et les opposants qui tentent de le déstabiliser. Il est dorénavant clair pour tout le monde que l'accord d'Alger avait un objectif précis: permettre aux terroristes de gagner du temps et de s'armer pour pouvoir réaliser la scission du Mali à travers la sécession de l'Azawad. Mais la reprise de Kidal par l'armée malienne consécutive au départ des troupes françaises et de la MINUSMA, les masques sont tombés et le vrai visage des autorités algériennes est apparu dans toute sa laideur. Du côté du Niger, on a constaté l'attitude jusqu'au boutiste de la CEDEAO qui a refusé de lever ses sanctions iniques et illégales, et aussi la façon cavalière dont sa délégation a posé un lapin à Niamey le 25 janvier dernier, je crois. Mais plus grave, on apprend que 15 militaires européens se sont introduit illégalement sur le territoire nigérien après que le Niger a dénoncé depuis le 4 décembre 2023 l'accord avec l'Union européenne relatif au statut de la mission PSDC de l'EUCAP Sahel Niger, qui prétendait fournir du soutien aux forces de sécurité nigériennes. Les autorités de Niamey ont ordonné le 26 janvier l'expulsion sous 70 heures des 15 mercenaires. Et tout cela alors que deux des laquais les plus zélés de la France-Afrique, Ouattara et Tinubu, s'y trouvent en ce moment pour prendre leurs instructions comme de bons petits caniches. Ouf, ouf. Il faudra donc être extrêmement vigilant dans les semaines et les mois à venir. Et un moyen de déjouer certains écueils est d'accélérer le processus d'intégration sur le plan politique, monétaire, militaire et administratif, pour qu'on arrive rapidement à une seule armée, un seul passeport, une seule monnaie souveraine, un seul hymne national, un seul drapeau et une seule équipe de foot pour l'État fédéral du Liptako-Gourma. On aura alors un territoire de près de 2,7 millions de kilomètres carrés avec une population de 70 millions d'habitants, ce qui créera un grand marché intérieur avec d'immenses potentialités en termes de consommation, de commerce, d'énergie et d'industrialisation. J'encourage donc nos trois chefs d'État à mettre les bouchées doubles en ce sens et je vais très prochainement aller sur place pour marquer ma solidarité et continuer de faire ma part pour que notre objectif de souveraineté et de prospérité africaine continue à se réaliser à vitesse grand V. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue aura permis de vous rassurer et de mettre en garde qui de droit. Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso était une nécessité qui offre d'énormes opportunités à ces trois pays. Comme en toute chose, il y aura des succès mais également des défaites. C'est comme cela que toutes les grandes nations se sont construites. On tombe, on se relève, on apprend, on corrige et on avance. Les seuls qui sont condamnés à échouer sont ceux qui n'essaient jamais et qui se satisfont de leurs conditions d'éternels esclaves. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce debout, de commenter et de partager le lien de cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Messenger et Telegram et sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez m'aider à continuer à produire des contenus éducatifs comme celui-ci qui nécessitent beaucoup de travail, de recherche et de réflexion, alors vous pouvez contribuer financièrement à mes cagnottes dont les liens se sont affichés en dessous. À bientôt.